Alors, avec Marion, on va vous présenter la construction du scénario sobriété des futurs énergétiques 2050. D'un point de vue méthodologique, sur en gros l'articulation entre des recherches très qualitatives et une modélisation quantitative. Alors, c'est un scénario qui s'est construit avec une large concertation, notamment une concertation spécifique en juillet 2021. Les participants se sont accordés à dire qu'il y a un manque de consensus sur la définition de la sobriété énergétique avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des confusions avec la notion d'efficacité. Une mise en avant aussi de l'importance de la justice sociale, comme l'a dit David tout à l'heure, et des débats qui se sont aussi concentrés sur la place de l'individuel versus la place du collectif. Et donc, nous, on a construit le scénario à plusieurs échelles d'action, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif et institutionnel, en reprenant notamment les travaux de Julie Mayer et Mathias Guérino qui ont été cités tout à l'heure. Donc là, on a pris l'exemple du vélo. Donc l'adoption du vélo suppose donc un changement de comportement individuel qui a un impact sur les modes de vie à une grande échelle, notamment sur les moyens de transport, le temps qu'on met pour aller au travail, etc. Mais qui demande aussi une organisation politique, notamment sur le développement de pistes cyclables adaptées et sécurisées, des indemnités kilométriques, des politiques d'incitation à l'adoption du vélo, etc. Donc il n'y a pas de définition unique à la sobriété énergétique, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc chacun a sa définition. Donc l'ADEME, Virage Énergie, et puis Mathias Guérino et Julie Meyer, avec qui on travaille. Néanmoins, on s'accorde à dire que la sobriété énergétique relève d'une modération organisée et volontaire des recours aux ressources. Donc on insiste bien sur le organisé et volontaire, et ça relève d'un changement dans les pratiques de consommation, ce qui le distingue de l'efficacité énergétique qui relève plutôt d'une amélioration d'un service technique. Le scénario sobriété s'est d'abord concentré sur la reprise des axes stratégiques proposés par Virage Énergie, sur lesquels on a identifié un certain nombre de tendances lourdes, tendances contraires, dynamiques sociales et signaux faibles. Donc les axes sont au nombre de 6 et je vais laisser Marion les présenter. Marion, donc, qui a fait les revues de littérature. Ouais. Oui, peut-être pour resituer mon intervention. Donc comme Thibaut, je suis de Yele Consulting. Et pour moi, la concertation publique avec laquelle Madeleine a démarré, c'était plutôt la fin de cet exercice sur lequel je suis intervenue pour RTE. Et en fait, pendant les 6 mois qui ont précédé, effectivement, je suis intervenue pour faire de la recherche bibliographique et documentaire. Pour effectivement, alors déjà, essayer de circonscrire la définition de sobriété et surtout analyser les dynamiques de sobriété au sens large. Aujourd'hui en France, initialement c'était le périmètre, et en fait on s'est rendu compte en analysant les choses qu'il y avait aussi beaucoup de dynamiques inverses, c'est-à-dire par exemple le numérique, il y a tout un mouvement de sobriété numérique, mais en fait quand on regarde en France les data centers, etc., en fait, le numérique c'est une explosion des consommations d'énergie. Donc on a sur plusieurs domaines à la fois des dynamiques qui vont dans le sens de la sobriété et aussi un recensement de dynamiques qui vont plutôt à contresens. Et donc effectivement, je suis intervenue sur cette recherche bibliographique pour ces analyses de dynamique. J'avais commencé par un petit travail d'analyse de qu'est-ce qui existe aujourd'hui en France en termes de sobriété pour essayer justement de structurer ce propos. Enfin, on n'a pas été directement en fait sur ces axes de Virage Énergie. J'ai aussi regardé ce qui a été fait par exemple côté Négawatt, les différents scénarios de prospective. Comment est-ce que les acteurs faisaient avaient fait pour essayer de prendre en compte la sobriété dans leurs travaux de prospective. Et on a retenu l'analyse de Virage Énergie avec ces 6 axes parce que c'est celle qui finalement aujourd'hui, enfin en tout cas en 2021, peut-être que maintenant il y a des travaux qui sont sortis, je sais pas, mais en 2021 c'était celle qui était la plus aboutie
et surtout qui présentait l'avantage d'avoir une vision très systémique, une vision 360. Alors l'approche du mégawatt elle est intéressante, mais c'est une approche qui est très ingénieur centrée et qui aussi a derrière il y a aussi une vision politique par rapport à la place des énergies renouvelables et du nucléaire, donc qui est un peu plus orientée. Alors que Virage Énergie, ils ont une approche qui est vraiment centrée sur la sobriété, sans qu'il y ait forcément un message politique, ou en tout cas moi je ne l'ai pas décelé à l'époque qui est derrière. Donc on a retenu ces 6 axes là qui vous sont présentés. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des axes de sobriété qui sont pas... c'est pas un exercice de sobriété électrique, contrairement à l'objectif qui était mené par RTE. Enfin, c'était quand même un exercice de projection, de prospective, de scénario électrique. Donc c'est une des difficultés qu'on a eues après, on pourra revenir dessus. Donc une vision vraiment systémique avec ces 6 axes. Donc je vous les présente. Donc ils travaillent en fait sur des oppositions en fait, sur comment la société fonctionne aujourd'hui, quels sont les modes de vie aujourd'hui, et dans quelle direction il faudrait aller pour sortir de cette ébriété. On parlait tout à l'heure, ceux qui parlaient de l'alcool, etc. Ils utilisent beaucoup cette image. Aujourd'hui, on a des modes de vie, on est en mode d'ébriété, et il faudrait qu'on aille vers des modes de vie plus sobres, et ça passerait par ces 6 axes. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre ou de priorité, mais il y en a certains qu'on a peut-être beaucoup plus repris dans les travaux de prospective après. Donc je peux commencer par l'axe celui de la centralisation vers une relocalisation. Donc ça c'est l'axe qui dit qu'aujourd'hui on a une tendance, alors même si c'est un peu moins vrai peut-être ces dernières années, à centraliser nos activités et à organiser nos activités autour de centres. Nos activités, mais aussi nos systèmes au sens large. Les systèmes énergétiques par exemple, qui historiquement sont plutôt très centralisés, mais aussi nos systèmes agricoles qui ont tendance à être de plus en plus centralisés, et que ce mode de fonctionnement centralisé, c'est pas forcément le plus sobre, dans le sens où il peut générer notamment beaucoup de déplacements et de mobilité, que ce soit de personnes, mais aussi de biens ou de marchandises. Et là, il y a l'exemple de l'agriculture locale qui est cité, ça peut être aussi des commerces de proximité. Dans les exemples que Virage Énergie cite et que nous on a repris, il y a par exemple la ville du quart d'heure, le fait que tous les commerces, par exemple, les écoles et les activités soient accessibles en 15 minutes de marche ou de vélo, et qui permettent du coup de réduire notamment la place des transports. Alors, il ne parle pas vraiment de décentralisation, mais plutôt de relocalisation, donc de savoir en fait consommer, utiliser ce qu'il y a autour de nous, de s'appuyer sur les ressources locales, et pas forcément de dupliquer un gros schéma centralisé dans plein de petits schémas décentralisés. Donc ça a un impact notamment sur le secteur des transports, transport agriculture, qui est assez important après dans notre modélisation quantitative. Alors le culte de la vitesse, on en a parlé un peu, parce qu'on a parlé de la notion du temps et de comment est-ce qu'on projette dans le temps. Le constat que dresse Virage Énergie, duquel on est également reparti, c'est que quand on regarde les analyses, les ressentis, il y a un ressenti d'accélération. Le temps va de plus en plus vite, on a de plus en plus d'activités. Quand on regarde les sociétés occidentales, on a de plus en plus de congés quand même, on a un certain nombre d'acquis sociaux, mais pour autant, on travaille de moins en moins en termes d'heures de travail par semaine, etc. Mais pour autant, les personnes ont le sentiment que le temps va de plus en plus vite et d'avoir de moins en moins le temps de pratiquer un certain nombre d'activités. Et donc du coup, là derrière, la proposition de Virage Énergie, c'est de travailler sur la décélération, c'est tous les mouvements slow, je ne sais plus l'une d'entre vous l'a cité tout à l'heure. Donc en fait de ralentir, que ça soit dans les modes de vie, alors ça c'est très... ça se matérialise assez difficilement, mais cette décélération elle peut se matérialiser plus concrètement, par exemple sur la vitesse moyenne sur la route, aller moins vite, et ça par contre en termes de quantification derrière dans une scénarisation, c'est un impact très concret qu'on peut chiffrer, donc c'est intéressant. Vous allez le voir à chaque fois sur ces différents exemples, il y a des exemples qui sont des exemples d'impact sur des modes de vie qui sont très qualitatifs, qui sont intéressants, et je vais essayer de citer des exemples plus quantitatifs qu'on a essayé de retenir après nous dans l'exercice de prospective. Il y a tout un travail également, tout un axe sur la propriété.
donc qui est beaucoup développé par Virage Énergie, qui s'appuie sur un certain nombre de travail de sociologie sur le développement de la propriété, l'importance de la propriété dans la manière dont sont construites les sociétés. Je pense à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la fin du XXe siècle qui dit que l'homme a le droit d'être propriétaire par opposition à la manière dont se structurait la société auparavant. Le problème de la propriété, on peut penser aux maisons, mais aussi à votre matériel, tout ce que vous achetez, les aspirateurs, etc. Parce qu'en fait, on multiplie du coup le nombre de biens qui appartiennent à une personne, mais dont l'usage finalement, si on regarde à l'année, je sais pas, vous êtes propriétaire d'une perceuse ou même d'une machine à laver ou d'un sèche-linge, combien de temps finalement, quel usage vous avez au final si vous le projetez sur l'ensemble de l'année? L'usage réel, il est très faible alors qu'en fait vous possédez cet objet et que ça a consommé un certain nombre de ressources pour le produire et vous consommez aussi de l'énergie pour l'utiliser. Donc l'axe qui est proposé par Virage Énergie, c'est celui de développer notamment les services partagés. Donc on a dans les transports toute la mobilité partagée qui existe déjà, qui se développe, c'est plutôt une dynamique qui est positive. Ils vont aussi plus loin en parlant des habitats partagés, des habitats, donc la colocation, mais aussi les habitats par exemple intergénérationnels, et aussi les services partagés au sens plus large, c'est-à-dire de sortir d'une logique de je suis propriétaire à rentrer dans une fonctionnalité du service comme dont vous parliez tout à l'heure. Donc j'utilise un bien, j'en suis pas propriétaire, je paye en fait un service au lieu d'en avoir la propriété exclusive. Il y a un axe très important qui est un peu transverse à tous les secteurs, qui est celui d'aller de la surabondance vers une suffisance matérielle, donc la sobriété au sens matériel. Là, on va retrouver toute une critique en fait de la société de consommation au sens large, pour le dire très rapidement. Et c'est du coup l'idée de se dire comment davantage rationaliser notre approche de la consommation. Réinterroger, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette quantité, de ce volume de biens, questionner la mode par exemple, qui produit énormément de déchets, qui consomme énormément d'énergie pour des biens dont on a un usage qui est finalement très court dans le temps. Également toutes les notions d'éco-conception qu'on a aussi essayé de réinjecter après dans les travaux de scénarisation du scénario de sobriété. Un autre axe qui est orienté sur l'opposition entre l'artificialité et l'adéquation nature-culture. Moi, derrière cette idée, c'est à nouveau il y a des concepts sociologiques assez forts, mais c'est l'idée de s'appuyer sur ce qui est fait de façon sur ce qui existe dans la nature. Au lieu de développer des technologies qui soient de plus en plus hors sol. Alors le développement des énergies renouvelables par exemple, il s'insère dans cet axe-là. C'est l'idée de s'appuyer sur les énergies que nous offre la nature au lieu, pour notre propre consommation. Et il y a aussi dans cet axe-là, même s'il est un peu transverse, tout le développement des low-tech, des technologies qui sont robustes, qui sont facilement réparables, qui sont utilisables par tous, qui sont facilement, qu'on peut produire facilement sans avoir besoin de ressources naturelles qui sont rares sur la planète. Quelqu'un parlait du cuivre tout à l'heure, par exemple. Et le dernier axe, qui est un axe qu'on a pour le coup peu réinjecté dans les travaux de prospective, c'est celui de l'opposition le passage entre le travail salarié qui occupe 100% du temps vers le développement d'activités gratuites. Alors ils ne citent pas du tout Keynes dans leur analyse, moi je ne connaissais pas cette référence, mais c'est l'idée de proposer aux individus de se dégager du temps pour avoir des activités qui leur apportent de la valeur. Donc c'est travailler pas uniquement pour gagner de l'argent pour acheter encore plus de biens, mais au contraire travailler un peu moins ou travailler différemment pour donner du temps ou pour passer du temps à faire des choses soi-même plutôt que d'acheter des biens industrialisés. Par exemple, ils insèrent là-dedans toute la notion de la couture ou refaire la cuisine ou faire
faire son potager, enfin voilà, des choses qui permettent de faire soi-même plutôt que d'acheter des biens industrialisés, produits en général loin, qui utilisent le transport, de la logistique, etc. Faire ses confitures. Faire ses confitures, ouais, exactement. Tu veux vraiment qu'elle refasse Donc une fois qu'on avait toute cette matière, il a fallu faire le lien avec les gisements sectoriels en respectant les différents secteurs de la modélisation quantitative des collègues du bureau consommation chez RTE. Donc les secteurs, c'est les transports, l'industrie, le tertiaire et le résidentiel. Je vais laisser peut-être Marion présenter quelques exemples. Je précise parce que c'est pas peut-être évident pour toi, mais je suis pas sûr pour tout le monde. Est-ce qu'à la fin, lui, c'est un placard, il nous faut un chiffre. Ah oui. Eh oui. Tel scénario, combien de morceaux Et là, il faut passer à parler du Donc chiffre. il a fallu faire le lien entre qualitatif, les différentes revues de littérature et trouver dans ces revues de littérature des éléments qui peuvent se traduire en gisement quantitatif. Donc effectivement, il y a un interfaçage entre ces dynamiques sociétales qui déjà, on le voit, sont pas du tout classées par secteur comme le font les ingénieurs qui font de la quantification, de la prospective assez classique. Et puis après, il faut aussi aller trouver des gisements en électricité. Et donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais, j'en sais rien, d'agriculture relocalisée, je sais pas, d'écoquartier, etc. Donc c'était difficile enfin, c'était tout un challenge de trouver une manière de quantifier précisément en terawattheure, en gigawattheure économisé. Donc là, on a pris quelques exemples sur par facteur sociétal, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme gisement pour vous illustrer un peu finalement ce qu'on va retrouver après comme hypothèse dans ce qui est présenté dans Futur énergétique 2050 dans ce scénario de sobriété. Alors je ne les ai plus en tête tous précisément. Donc sur la partie décélération, tout à l'heure je citais l'exemple de la réduction de la vitesse. Mais il y a un autre exemple assez facile qu'on peut pour le coup facilement réinjecter dans un exercice plus quantitatif, c'est celui de la mobilité douce. Le fait d'utiliser le vélo ou la marche à pied plutôt que la voiture, c'est une forme de décélération. Alors du coup on va moins vite et on va moins loin, mais ça répond quand même à un certain nombre de besoins en termes de mobilité. Donc ça c'est un exemple de ce qu'on a utilisé comme hypothèse quantitative qu'on retrouve dans le secteur des transports, par exemple sur la partie décélération. Le facteur sociétal de décélération, globalement, il va surtout aller irriguer, il va aller surtout alimenter le secteur des transports en termes d'hypothèse. Alors, sur activité gratuite, je vais le dire en dernier parce que je suis pas, c'est plus ma casquette ILE, mais bon, je suis pas hyper à l'aise avec cette partie-là. Sur la partie nature-culture, alors là c'était pour un exemple sur l'industrie agroalimentaire. Là on est parti d'une hypothèse de développement de pratiques agricoles alternatives. Donc développement par exemple de l'agriculture biologique au détriment de l'agriculture conventionnelle. Donc on l'a plutôt réinjecté dans le secteur industrie parce que ça peut se traduire concrètement par exemple par une hypothèse de baisse des intrants phytochimiques, etc. Et derrière ces intrants phytochimiques, ils sont produits par des industries. Donc en fait, c'est sur le volume que produit cette industrie et donc l'énergie que consomme cette industrie, qu'utilise cette industrie pour produire ces phytosanitaires par exemple. On va pouvoir avoir un impact, une réduction du coût de la consommation industrielle. Sur la relocalisation, là on va beaucoup travailler sur le secteur donc, des transports, mais aussi sur le secteur du tertiaire. L'idée sur la relocalisation, c'est de développer des commerces de proximité. Donc là, j'ai pas développé l'exemple du transport, mais développer les commerces de proximité, ça veut dire qu'on se déplace moins, on se déplace à vélo ou à pied. Donc on va moins prendre sa voiture, donc ça c'est intéressant. Donc comme hypothèse quantitative. Et ça veut aussi dire que pour le tertiaire, on va réduire la taille des commerces. Là, ça veut dire aller à l'encontre d'une dynamique depuis au moins 20 ans en France qui consiste au développement des hyper et des supermarchés, en général en périphérie de ville, qui implique d'aller prendre la voiture. Donc là, on se dit, non, on va
faire des petits commerces en centre-ville, des épiceries par exemple, des boucheries, etc., où les gens pourront aller à pied ou en vélo pour aller faire leurs achats. Et donc on va réduire le pourcentage, on va réduire la surface de ces commerces tertiaires, et donc on va réduire, en fait quand on réduit leur mètre carré, ça a un impact sur leur consommation énergétique dans la manière dont on est quantifié ce secteur du tertiaire. Sur les services partagés, j'ai cité l'exemple tout à l'heure de la mobilité partagée, qui est celui qui est le plus développé aujourd'hui en France, pour lequel on a une dynamique plutôt positive. Donc là, on a pris une hypothèse de développement des mobilités partagées sur des courtes distances, donc avec par exemple le covoiturage. Là, c'est une hypothèse très simple qui existe bien dans les modèles de RTE, de taux de remplissage de la voiture. On augmente les taux de remplissage de la voiture. Et sur la suffisance, donc là on est sur la suffisance versus l'abondance de biens. Et là on a pris l'exemple très concret de la limitation des besoins en chauffage dans le résidentiel. Donc là ça va avoir un impact sur les consommations d'énergie des logements individuels. On n'était pas parti sur l'hypothèse de 19 degrés, mais plus globalement sur une baisse volontaire de la température de 1 degré. Donc c'est-à-dire qu'on n'est même pas forcément à 19 degrés, parce que les tendances qu'on avait analysées dans la revue bibliographique montraient plutôt des tendances inverses, c'est-à-dire qu'en France on a tendance à suivre la dynamique qui vient notamment des États-Unis, d'une température qui tend plutôt à 21 voire 22 degrés, et on n'est pas du tout dans des tendances baissières. Alors après là je sais pas ce qui va se passer avec cet hiver, on va peut-être inverser cette tendance. En tout cas au printemps 2021, les études montraient qu'on était plutôt dans une tendance complètement opposée. Le dernier point que j'ai sauté tout à l'heure, c'était celui sur les activités gratuites. Alors en fait, en réalité, on a eu beaucoup de mal à restituer cet axe en termes de gisements quantifiés. Et puis aussi parce que je crois qu'il y a aussi des arbitrages politiques. Enfin, c'est cet axe d'amélioration, enfin de sobriété. Quand on creuse un peu, très vite, on parle de réduction du temps de travail, et on parle aussi de développement d'intelligence artificielle qui va remplacer potentiellement une partie des activités, enfin une partie des salariés. Et on arrive très vite dans des sujets qui sont assez politiques, et du coup on les a pas forcément exactement restitués tels quels, dans l'exercice de prospective. Là on a mis l'exemple qui je trouve, et je pense qu'il est à cheval sur plusieurs éléments pour illustrer quand même cet axe du développement des matériaux biosourcés. Donc là ça s'est restitué plutôt dans le secteur industriel. L'idée de dire qu'on va aller chercher, utiliser des matériaux soit recyclés, soit biosourcés, notamment dans les matériaux de construction qui sont assez consommateurs en ressources et en énergie. Je voulais juste... du coup, vous avez été plusieurs à en parler, mais je voulais juste terminer cette petite partie-là avec ces leviers de sobriété énergétique. C'est une infographie qui a été faite par Compmetry, mais qui est complètement tirée de tous les travaux qu'on a fait sur le scénario de sobriété, donc je trouve intéressant. Et qui sont un des seuls, en tout cas de ce que j'ai vu sur LinkedIn, à faire ce classement en levier court, moyen, long terme. Et du coup, ça c'est des leviers qu'on n'a pas forcément encore pu aller au bout sur ce premier scénario de sobriété énergétique chez RTE. C'était l'idée de dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à moyen terme et avec quel levier, et qu'est-ce qu'on peut faire seulement à long terme, et qui du coup implique des vrais changements sociétaux qui doivent être impulsés par le haut et par le collectif, alors que les changements de court terme, eux, c'est, on parlait tout à l'heure du col roulé, des choses beaucoup plus individuelles, à des échelles beaucoup plus, beaucoup plus court-termistes. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est dans cette restitution, alors ils ont repris nos hypothèses, les hypothèses chiffrées de RTE, mais effectivement, ça montre quand même que les leviers, ils sont quand même portés à différentes échelles, donc ne pas négliger quand même les leviers de court-termistes, et notamment ceux d'exemplarité individuelle, même si après, sur le long terme, nécessairement, il faudra activer des leviers, notamment des leviers liés à l'aménagement du territoire, je pense, et à la manière dont sont construits les business models des entreprises pour pouvoir aller vers plus de sobriété. Je vais essayer d'être assez rapide, mais du coup, au niveau de la méthodologie, on a donc une revue de littérature construite à partir
à partir de la méthodologie de virage énergie, qui permet à la fois d'identifier des gisements quantitatifs, mais aussi de venir soutenir par une mise en récit le scénario de sobriété des futurs énergétiques 2050. J'ai mis ici quelques petits exemples. Donc ici, c'est sur la généralisation du télétravail pour limiter les déplacements, ce qui a un impact à la fois sur le secteur tertiaire et sur le secteur transport, avec un scénario de référence à 2050 qui a un jour par semaine pour les emplois télétravaillables, c'est-à-dire environ un tiers des emplois aujourd'hui. Et sur le scénario de sobriété, on est plutôt à 2,5 jours par semaine. Au niveau des dynamiques favorables, donc, on s'appuie sur la généralisation du télétravail du fait de la crise sanitaire. On s'appuie aussi sur une enquête Crédoc sur le fait qu'une grande majorité des télétravailleurs souhaitent continuer à être en télétravail. Donc ça, c'est les dynamiques actuelles. On a aussi des tendances contraires avec notamment un effet rebond potentiel sur l'éloignement entre lieu de vie et lieu de travail et étalement urbain, ce qui ne va pas du tout dans le sens du coup de la sobriété du fait de l'allongement des distances. Les impacts énergétiques du recours au télétravail sont de 3 ordres. Tout d'abord, une diminution des besoins de mobilité quotidienne domicile-travail, sachant qu'on raisonne en térawattheure sur des scénarios électriques et qu'en 2050, on se projette sur du 100% électrique sur les véhicules, ou quasiment 100%. Une réduction de la consommation d'électricité dans la branche tertiaire et une réduction de la surface des bureaux, donc dans la branche tertiaire aussi, en se basant sur des hypothèses un petit peu de flex office. Et dans le résidentiel, l'exemple ici que j'ai pris, c'est freiner la décohabitation et mutualiser les espaces et les équipements. Aujourd'hui, on est à peu près 2,19 personnes par ménage, ce qui a tendance à diminuer depuis le début des années 2000, du fait des divorces, du fait les enfants qui partent faire leurs études, etc. Le scénario de référence pour 2050, c'est le scénario où on poursuit la tendance baissière. Et le scénario de sobriété, c'est 2,3 personnes par ménage, du fait du développement de l'habitat collectif, du développement de la colocation et aussi du développement de la mutualisation d'équipements, donc par exemple les machines à laver, les buanderies partagées, etc. Là, on s'est aussi appuyé sur un sondage de Obsoco de 2019 où 40% des Français sont favorables ou très favorables au partage des espaces avec d'autres familles. Mais aussi, on a identifié des tendances contraires. Par exemple, l'aspiration des Français à la maison individuelle depuis les années 1980. Une diminution tendancielle de la taille des ménages, donc du fait des divorces, etc., comme je l'ai dit. Et une consommation de biens manufacturés à la hausse, tendance à la hausse ces dernières années. Les impacts énergétiques ici sont du coup de 2 ordres, mais ils sont assez centraux dans le scénario sobriété. Réduction de la consommation d'électricité par personne du fait de la mutualisation et diminution des besoins de construction de logements neufs. Et du coup, à la fin, ça nous donne un scénario de sobriété qui permet de réduire la consommation par rapport au scénario central et tendanciel de 90 TWh. Et donc là, j'ai mis le tableau, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps, il est -5 de le présenter, mais en gros, les gisements les plus importants dans le résidentiel, donc c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, les espaces partagés, la mutualisation d'équipements, mais aussi la limitation de la consommation de chauffage résidentiel qui a 4 TWh, donc c'est pas énorme par rapport à la mutualisation des espaces et des équipements. Et la limitation de la consommation d'eau chaude sanitaire, où on est à 4,7 TWh,
Sur le tertiaire, les gisements les plus importants, donc c'est le recours au télétravail, comme ça a été présenté tout à l'heure, et la limitation des besoins énergétiques sur le lieu de travail. Sur le transport, c'est le report des déplacements individuels en voiture vers, encore une fois, la mutualisation d'équipements avec le covoiturage, l'autopartage, etc. La réduction moyenne de la vitesse de circulation et une diminution de la taille des véhicules. Et enfin, sur l'industrie, les gisements les plus importants sont une consommation moins transformée, comme en a parlé Marion tout à l'heure, la diminution des engrais azotés dans l'agriculture et l'allongement de la durée de vie des équipements. Donc vous voyez que ça nous donne voilà, à peu près 30 indicateurs à la fin, à partir voilà, de la revue de littérature. Ça va terminer, madame? C'est bon. Merci beaucoup à toutes les deux.